are so much harder than I thought, but I will give them everything I've got. One day I am gonna prove them wrong. Bonjour Didier, Bonjour Dorothée. tu vas bien? Ouais, pas mal, pas mal. Bon, bah, je suis hyper contente de te retrouver aujourd'hui. Merci de te prêter au jeu de l'interview. Avec plaisir. Euh, j'ai pensé à toi parce que bah, tu es quand même un peu un touche-à-tout. Tu es exploitant, ancien directeur INO, tu es écrivain, enfin, tu as plein de flèches à ton arc. Ouais. Et du coup, bah, j'avais envie que tu puisses éclairer un peu nos lanternes et parler de ton parcours et voilà, pour inspirer éventuellement tes pairs. Donc revenir un petit peu déjà, expliquer un peu qui tu es, ce que tu fais aujourd'hui et d'où tu viens, Ouais. en Euh, quelques mots. ouais, tu veux que je résume 54 Ouais, ans voilà, de ouais, vie ouais. non, moi, rapidement, ma vie professionnelle, en fait, j'ai fait des études classiques d'ingénieur généraliste. Et en sortant de l'école, je suis rentré dans un groupe qui s'appelait pas Vinci à l'époque, mais qu'il est devenu, et dans lequel je suis toujours. Donc, faut croire que c'était pas si mal. Et surtout, ce que je retiens de cette un peu plus de 30 ans de carrière professionnelle, c'est que ça m'a. Enfin, j'ai jamais fait la même chose, j'ai fait plein de choses très différentes. Et c'est ce qui fait que je suis encore là aujourd'hui dans le groupe, quoi. Mm. Donc, rapidement, mon parcours, bah, moi, comme tout jeune diplômé, j'ai démarré sur le chantier, c'est pelle et pioche et bottes aux pieds. Voilà, pendant quelques mois, j'ai fait chef d'équipe, chef de chantier, et puis j'ai eu un parcours assez classique de conducteur de travaux, chef de secteur, patron d'agence en Île-de-France, Mm. dans les métiers de la route. Et puis, donc je suis rentré en 92 dans le groupe et en 2004, donc une douzaine d'années plus tard, je suis devenu directeur régional et je me suis occupé de filiales dites spécialisées, c'est-à-dire qui faisaient des métiers qui n'étaient pas core business d'Eurovia à l'époque. Voilà, j'ai fait ça pendant quelques années. J'ai participé au rachat du groupe Signature, qui Des était, panneaux, ouais, notamment. la signalisation, absolument, les équipements de la route. C'était un groupe d'un peu plus de 200 millions à l'époque, donc qu'on a racheté et que j'ai intégré dans les activités dont je m'occupais. Et puis, j'ai eu, comme tu l'évoquais, une séquence à l'innovation. Donc, j'ai été directeur de l'innovation pendant quelques années. Je me suis occupé d'un gros programme de transformation digitale encore récemment. Et puis, depuis maintenant un peu moins de 2 ans, j'ai pris la direction de Sogea Environnement, qui regroupe toutes les activités hydrauliques de Vinci Construction. Voilà. Alors du coup, c'est ça qui va nous intéresser, c'est cette parenthèse dans ta vie d'exploitant, puisque voilà, enfin, tu as fait quand même la majorité de ta carrière côté travaux. Qu'est-ce Ouais. qui se passe, donc il y a quelques années, où tu prends la direction innovation d'Eurovia? Pourquoi? Comment ça arrive en fait? Alors pourquoi? Probablement parce qu'il y avait un besoin, hein. En fait, chez Eurovia, l'innovation n'était pas du tout structurée. Je considère qu'on était une boîte innovante, mais finalement, c'était pas, il y avait pas de méthode ou pas d'organisation pour supporter cette innovation. Donc moi, j'ai été appelé par Pierre Enjolras, qui était le président d'Eurovia à l'époque, parce que j'avais fait état que j'étais un peu au bout d'un cycle, hein, dans ma carrière professionnelle, et que j'avais toujours été intéressé par l'innovation. Et que donc voilà, s'il créait ce poste-là, j'étais candidat, ce qu'il a fait, et donc ça s'est fait assez naturellement en fait, quoi. Ouais, donc c'est quelque chose qui te trottait quand même en tête depuis quelque temps, ce côté innovation. Ouais, moi je considère que j'ai toujours été, alors je sais pas si je peux dire que j'ai été innovant, en tout cas j'ai toujours été attiré par l'innovation. L'innovation, c'est vraiment une activité qui m'a intéressé depuis un peu toujours. Un des sujets quand j'étais Depuis chef, gamin, quoi. Depuis ouais, gamin, c'était depuis déjà un gamin. truc. En fait, je pense que ce qui sous-tend l'innovation, c'est souvent la curiosité. Et pour le coup, je pense que j'ai été un gamin très curieux. Voilà, je voulais découvrir plein de choses. J'ai fait plein de sports très différents. J'ai touché un peu à tous les instruments de musique. J'ai eu voilà, beaucoup d'expériences dans l'enfance et dans l'adolescence qui m'ont ouvert l'esprit, on va dire.
Et puis je pense que j'ai essayé d'appliquer ça chaque fois que, enfin, dans ma carrière professionnelle, c'est-à-dire quand on démarre en conduite de travaux, bah, l'idée c'est de trouver des astuces, des bonnes pratiques pour essayer d'améliorer le chantier. Et puis un peu plus tard, chef d'agence, bah, comment arriver à traiter les affaires, comment arriver à se différencier, comment arriver à apporter une autre valeur au client. Et un C'est ce qui de... a toujours su-tendu un petit peu ton parcours, parce que tu as quand même un très très beau parcours au sein d'Eurovia, comme tu l'as rappelé tout à l'heure. Tu penses que c'est ce qui a pu faire la différence, ou c'est aussi, ben, bon, j'imagine beaucoup de travail, mais tu penses que c'est quelque chose qui a amené un plus dans ta carrière, le fait d'être toujours un peu à la recherche de différenciation? Ouais, je pense que la différenciation, c'est un vrai marqueur de. Enfin, c'est quelque chose qui permet déjà de se faire identifier dans le groupe, et puis qui permet de progresser. Ouais, moi, ça a toujours été une volonté, et ouais, c'est quelque chose que j'ai poussé assez loin parce que donc, quand j'étais chef d'agence, on a monté une pièce de théâtre pour parler de prévention, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose qui... bon, moi, je suis un grand fan de théâtre, comme tu le sais. Donc c'est quelque chose qui m'a tenu à cœur, que j'ai porté et qui est allé bien au-delà de mes espérances, parce qu'au départ, j'avais monté cette pièce pour parler de prévention un peu différemment au sein de mon agence. Et au final, l'idée devait pas être mauvaise puisqu'elle a été reprise par le groupe, hein, et qu'elle a fait un peu le tour du monde. Je crois qu'elle a été vue par 40 000 personnes au sein d'Eurovia et de tout le groupe Vinci. Elle a été montée dans diverses langues. Tu Elle a sais que été je l'ai adaptée à... fait moi aussi, la pièce de théâtre. Non, c'est pas Si, vrai. Ah, si, génial. si. Bon, ben J'arrivais, voilà. nous c'était sur comment on est dans 10 ans, tu vois. Donc, et on jouait une pièce de théâtre et j'arrivais dans ma structure et on m'a dit, bah tiens, tu vas faire la pièce de théâtre dans 10 jours. Donc personne ne me connaissait. D'accord. Et ouais, j'ai fait la pièce de théâtre. Donc, Ouais. ok. Ah, le théâtre, c'est un super vecteur, je trouve. Là, en l'occurrence, le principe, c'était de parler de prévention, donc plutôt à Ouais, destination des ouvriers. Et donc, l'idée, c'était qu'ils se voient sur scène, que ça soit un miroir un peu bien sûr. qu'ils se reconnaissent de leur métier, de leur activité. Et donc, évidemment, dans cette pièce, il y avait une désorganisation du chantier qui conduisait à un accident. Et il y avait donc deux séquences, une séquence pièce de théâtre et puis une séquence débat avec la salle, donc avec les ouvriers, où on les faisait réagir sur ce qu'ils avaient vu, voilà, est-ce que ça leur rappelait leur vie professionnelle, et est-ce qu'au final, enfin, comment on aurait pu éviter cet accident. Donc ouais, je pense que tous les gens Et qui ont vu comment? cette pièce ont Ouais. été marqués par elle, quoi. Et comment a été accueillie initialement l'idée? Parce que c'est marrant, tu vois, je connais quelqu'un qui, dans un autre groupe, a fait cette proposition. Voilà, elle a dit, bah tiens, on pourrait, pour marquer le coup, faire une pièce de théâtre, et en l'occurrence, ça n'a pas été retenu. Parce qu'on me dit, bah attends, on n'est pas là pour faire des pièces de théâtre, quoi, tu vois. Mm, mm. Comment, enfin, parce que ça a été un succès au final, mais Ouais. tu as quand même eu, j'imagine, un certain nombre de réfractaires enfin, à l'idée de faire une pièce de théâtre avec des chefs de chantier. Ouais, c'est clair. Ça a pu se faire grâce au soutien de la directrice com de l'époque, qui croyait au projet et qui l'a défendu. Et puis, et j'allais dire surtout, grâce au président de l'époque, qui était Roger Martin, et qui, malgré les réticences de son COMEX et puis de sa garde rapprochée, a dit non, c'est une bonne idée, il faut le faire, et puis on va même le déployer partout, quoi. Donc, ça va Tu être. parles de Roger Martin, de Roger Martin, Roger Martin? Roger Martin, Roger Martin. Monsieur Roger Martin, pas la société Roger Martin, hein, Monsieur Roger Martin, qui a été un des grands patrons de Rovia dans les années, fin des années 90 Ah, je savais pas du tout, mais c'est et celui qui a 2000. monté la société Roger Martin, à Non, non, Dijon. non, non, Ah non, rien non, à voir. Non, non, rien à d'accord, voir. OK. Non, non, c'était le président de Rovia pendant, je sais pas, une quinzaine d'années peut-être, quoi. D'accord, OK, d'accord. Et Voilà. ouais, donc tu as quand même eu des soutiens, de poids qui t'ont permis d'aboutir malgré les réticences peut-être de certains, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, je pense que l'innovation, c'est peut-être un des enseignements d'ailleurs, hein. Je pense que si on veut arriver à la déployer, Ouais, le soutien de la hiérarchie, c'est quand même quelque chose de très important, quoi. ouais. Ouais, ouais, c'est clair. Ouais, donc tu as eu cette chance-là. Ouais. Et pour revenir un petit peu du coup à ton poste, en directeur inno, donc tu arrives,
Ouais. Donc, rien à voir, puisque là, on parle de tech, j'imagine. C'était quoi tes priorités? C'était quoi ton objectif les premières années? Qu'est-ce que tu as mis en place? Tu vois? Alors, déjà, il faut bien se rendre compte que ça a été super dur, hein, parce que, en fait, tu passes d'un poste opérationnel où tu as plusieurs milliers de collaborateurs à un poste complètement fonctionnel où tu te retrouves tout seul dans un bureau et sans même savoir ce que tu as à faire Une concrètement. fonction support, Didier, une Et fonction support. une fonction support essentielle, mais pour lesquelles je n'étais pas vraiment habitué ni préparé. Donc voilà, et outre que c'était un poste qui était à inventer, il n'existait pas précédemment. Donc ce que j'ai fait beaucoup au début, c'est des entretiens. C'est-à-dire que je suis allé rencontrer des patrons d'innovation un peu dans tous les secteurs, un peu dans tous les... Voilà, à la fois des concurrents qui m'ont accueilli très volontiers d'ailleurs, hein, mais dans d'autres secteurs pour essayer de comprendre ce qu'il y avait derrière cette fonction-là, ce qu'on pouvait mettre en place et puis surtout ce qui serait le plus adapté à Eurovia, parce qu'évidemment, on ne fait pas de l'innovation chez Eurovia comme on en fait chez L'Oréal, par exemple. Donc, il fallait vraiment trouver la manière qui correspondait, qui nous correspondrait, quoi. Et pour ça, en fait, je me suis fait assez rapidement à l'idée que, on pourrait manager l'innovation comme on manageait la prévention dans le groupe. Donc, la prévention, c'était une valeur forte, une valeur Ouais, essentielle chez Eurovia. Et en fait, la prévention, ça marche pourquoi chez Eurovia? Parce que bah, d'abord, il y a un engagement qui est top-down, quoi. C'est-à-dire qu'il ouais, faut que toute la chaîne hiérarchique soit convaincue depuis le grand patron que la prévention, c'est important. Il faut que ça arrive à percoler ouais. sur le terrain. Mais en revanche, bah, la prévention, c'est pas dans des bureaux qu'on l'a fait, hein, c'est évidemment sur le terrain, c'est là où il y a les risques. Et donc la prévention, elle se fait au niveau du chantier, quoi. Et donc l'innovation, bah, moi j'ai considéré que ça devait être un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il fallait d'abord que la hiérarchie affirme l'intérêt, voire même la nécessité d'innover. Mais qu'en revanche, ça servait à rien d'innover dans des bureaux parce qu'on pouvait être sûr que ça se Il n'en déploierait sortait pas, rien. qu'il n'en sortirait rien, et qu'il fallait innover sur le terrain, au plus près du besoin, au plus près des clients, au plus près du terrain, en fait, quoi. Et donc, c'est ça que j'ai essayé de mettre en place dans mon approche, quoi. Parce que du coup, parce que l'innovation, elle existait déjà chez Eurovia. Ouais, Par contre, il n'y avait pas le canal, peut-être, il n'y avait pas les process, c'est ça? ouais, il n'y avait Elle pas les permettait de la pousser? process. Comment, tu Ouais, vois, c'était quoi parce que les chantiers ont toujours été innovants à trouver des solutions, j'imagine, tu vois, face à des difficultés, en fait. ouais, D'ailleurs, absolument. c'est marrant, tu vois, parce que quand j'ai changé de métier, je me suis rendu compte à quel point, justement, dans la construction, on était innovant. C'est-à-dire qu'on est face à multiples difficultés en Mm. permanence quand on est sur un chantier, on tombe sur des choses qu'on n'avait pas prévues. Et en fait, on les contourne, on les résout souvent de manière très agile, en fait, hein. Il y a énormément Ouais, d'agilité hein, dans la mm. construction. Alors Ouais, que, c'est clair. tu vois, Ouais. dans un programme informatique, parfois, il développe en disant on verra après, on Ouais, verra les bugs ouais, après. ouais, Alors que c'est là, clair. en fait, quand il y a un bug sur un chantier, on le résout tout de suite, quoi. Ouais, c'est clair. En fait, par essence, tu as raison, on a un métier qui est innovant pour deux raisons, à mon avis, hein. La première, c'est qu'on fait des prototypes à chaque fois, c'est-à-dire on fait des pièces uniques. Donc, par définition, bah, c'est nouveau, Bien sûr. donc ça peut être innovant. Et puis surtout, comme tu le disais, on est soumis à quantité d'aléas. Un chantier, c'est un scénario qu'on écrit avant de démarrer, et puis au premier coup de pioche, tout part, enfin, tout part de travers, j'allais Bon. dire, pas toujours, mais en tout cas, ça se passe jamais comme prévu, parce que il y a de la pluie au-dessus de notre tête, hein, parce que il y a des embouteillages qui retardent les livraisons, parce que dès qu'on fait un trou, on trouve quelque chose qui n'était pas prévu. Un puits de Euh, pétrole, tu vois, ça m'est arrivé une fois. alors c'est vrai, ah, ça m'est jamais arrivé. Des bombes, ça m'est arrivé, mais puis de pétrole, jamais. Et donc, effectivement, on a, je pense, par essence, un métier qui s'adapte facilement, qui est agile, comme tu dis, et par nécessité, parce que de toute façon, tout est toujours nouveau pour nous et on est soumis à quantité d'aléas. Donc, pour revenir à ta question, Ouais. Qu'est-ce que tu as pu apporter qu'est-ce que tu as pu apporter qui manquait justement au chantier, qui était déjà force d'innovation, pour pousser davantage justement cet aspect-là? la première chose, je pense, c'est de libérer les énergies, c'est-à-dire dire aux gens, vous êtes légitimes à innover. C'est-à-dire, non seulement on est convaincu que vous avez des idées,
mais en plus, on est à peu près sûr qu'il y en a beaucoup de bonnes. Et maintenant, on va vous donner les moyens enfin, on va vous donner Les la mettre en œuvre. légitimité voilà, le pouvoir de les mettre en œuvre. Et quand je parle de moyens, c'est pas forcément de moyens financiers, mais c'est juste dire, ouais, allez-y, quoi. Votre idée, elle est bonne, portez-la, développez-la, testez-la. Donc, je pense il y a eu ce premier rapport qui était de libérer, tu vois, les énergies pour que les collaborateurs se sentent légitimes à innover. Et du reste, dans tous les domaines, hein, parce que pas forcément que sur les chantiers, mais moi, ça va te parler ce que je vais te dire. Moi, j'ai toujours considéré que les meilleurs juristes, c'était ceux qui étaient le plus créatifs. Oui, Et donc, on peut faire de l'innovation dans le juridique, on peut faire de bien sûr. l'innovation en compta, on peut faire de l'innovation dans tous les domaines de l'entreprise. Et donc, c'était ça le premier message que j'ai porté. De la même manière que la prévention, ça doit être l'affaire de tous, ben, l'innovation, c'est aussi un point commun, ça doit être l'affaire de tous, quoi. Alors, la question, c'est quand même, tu vois, parce que dire aux gens, libérez vos énergies et on a confiance dans vos idées et vous pouvez les déployer, ça nécessite aussi de donner beaucoup de confiance. Tu vois, ça nécessite de donner de la confiance. Et Ouais. comment tu as fait? Parce que toi, tu es directeur innovation, effectivement, donc dans ton bureau, malgré tout, tu n'es pas manager de chaque chef de chantier. Donc ça nécessite aussi, effectivement, que les managers en proximité affirment cette confiance-là. Et Ouais, ça a été c'est le cas? ça. Bah, non seulement qu'ils affirment la confiance, mais surtout qu'ils évitent d'étouffer les idées ou en les traitant de farfelus avant même de les avoir écoutées. Donc, bah, ce que j'ai fait, c'est deux choses principalement. C'est d'une part d'essayer de convaincre toute la chaîne hiérarchique. Donc, Mmh. d'un point de vue enfin, verticalement, j'ai envie de dire, faire comprendre depuis le plus haut bah, voilà, que l'innovation c'était important, qu'elle allait se faire sur le terrain, qu'il fallait donc laisser la capacité aux collaborateurs de porter leurs idées. Et puis, je suis évidemment allé dans beaucoup de codir bah, sur le terrain pour expliquer comment on pouvait faire, quelles méthodes on pouvait utiliser et comment tout ça, ça pouvait se structurer, quoi. Et comment dans un grand groupe comme Eurovia, on oscille ou on fait l'équilibre entre l'innovation, le besoin d'innovation, puisque c'est aussi enfin, ça a une recherche de croissance, en fait, hein, l'innovation derrière, Hum, hum. et aussi à la fois la prise de risque, de danger et d'imperfection qui accompagne. Parce que quand tu innoves, par essence, tu fais des choses qui sont imparfaites au début. C'est difficile de faire des Ouais, choses parfaites. Il y a une prise de risque qui est importante. Enfin, alors voilà, enfin, ou pas, tu vois, enfin, quelle est la ouais, limite, tu vois, qu'on se fixe? Je sais, c'est pas forcément une question simple que je te pose, mais ouais, non, non, déjà la prise de risque, bien souvent, elle est personnelle, hein, c'est-à-dire se dire, je vais m'exposer au colibé parce que mon idée, elle est disruptive ou voilà, elle va choquer. Donc c'est plus ça un des messages, c'est de dire, bah, faut pas avoir peur des idées nouvelles. mmh, Sur 50 qui vont sortir, il y en a peut-être il y a peut-être une seule qui vaut le coup d'être menée, mais au moins, soyons sûrs que cette idée-là, on va l'écouter et on ouais. va lui donner sa chance. Euh, et puis, euh, et puis ce que j'entends au travers de ta question, c'est aussi le sujet de l'erreur, du droit à l'erreur Mmh, voilà, d'accepter l'échec. Bon, ça, évidemment, c'est quelque chose qui est enfin, que j'ai compris très vite et qui est très répandu dans l'écosystème d'innovation. C'est de dire, bah, évidemment, l'échec, il existe. On le sait très bien quand on regarde un peu le parcours de certaines startups ou de beaucoup de startups d'ailleurs voilà, qui échouent, qui ont besoin d'échouer ou même voilà, qui ont besoin d'échouer pour se réorienter. Et donc, ça a été un de mes messages aussi, de dire, bah, n'ayez pas peur de ça, c'est normal d'échouer. Ce que vous allez tenter, voilà, ça va pas être comme ce que vous faites sur le chantier. Le chantier, il faut qu'il réussisse. mmh. Bah, en innovation, c'est pas grave d'échouer. Et puis surtout, bah, vous en apprendrez toujours quelque chose, hein. Donc allez-y, quoi, faites-le. Emparez-vous du sujet et puis portez-le et puis expérimentez, testez. Et puis, bah, si vous échouez, c'est pas grave, quoi. Mmh. Ouais, ouais, donc du coup,
au début donc de ta prise de poste en tant que directeur innovation. Donc, tu as essayé d'aller voir donc effectivement des pairs, voir un peu comment ça fonctionnait, ce que tu pouvais mettre en place. Donc Mm. cette analogie avec, donc la partie prévention, hem, fédérer autour d'un message, donc toute la partie, top management jusqu'en bas. Ouais. Heu, Ouais, et puis ce que j'ai fait beaucoup aussi, c'est essayer d'identifier tous les projets d'innovation qui existaient, mais qui disaient pas leur nom, quoi, tu vois. Et donc j'ai fait un travail d'inventaire et de classification de tous ces projets, parce que, comme tu le disais, Eurovia, c'est vraiment une société innovante. Et donc, au bout de quelques mois, je me suis retrouvé avec plusieurs centaines d'innovation, alors de plus ou moins grande envergure, mais ça m'a permis à la fois de structurer, tu vois, de faire des paquets de thématiques qui ressortaient et qui étaient appréhendées au travers de ces innovations et donc de problématiques que l'innovation pouvait adresser dans le groupe. Donc il y avait un paquet lié à la prévention, il y avait un paquet livré à la technique, un paquet lié aux matériaux. Donc voilà, j'ai commencé à cartographier les innovations qu'on faisait dans le groupe et pour commencer à structurer cette démarche, quoi. Tu as fait ça tout seul avec ton bâton de pèlerin ou comment tu fait pour faire remonter ces informations-là qui étaient centralisées nulle part? Ouais, alors effectivement, j'ai pas fait ça tout seul, même si j'avais pas d'équipe, mais j'ai mis en place des relais Ouais. ou des ambassadeurs dans les différents périmètres, donc qui ont été nommés par les filières opérationnelles, hein, mais qui avaient donc pour vocation de faire remonter du terrain toutes les initiatives, les pratiques, les projets, etc. Et puis moi qui me servais ou plutôt qui m'ont servi dans un deuxième temps à faire redescendre de la méthode, enfin, des informations, à faire circuler l'information, tu vois, entre ce réseau d'ambassadeurs. Donc ça, c'est quelque chose, je pense, qui est important de retenir dans des organisations très décentralisées où finalement, en centrale, il y a pas de service pour porter l'innovation. Ce qui est important, c'est d'avoir un réseau de relais locaux qui Mmh. soient capables, voilà, de faire circuler l'information dans les deux sens, hein, remonter les projets et puis faire redescendre les informations du groupe, quoi. Et une fois que tu avais donc cette cartographie, de ces projets derrière, qu'est-ce que tu en fais? Comment tu portes, comment tu aides ces projets à émerger? Alors, déjà, une fois que la cartographie est faite, on se rend compte qu'il y a des thématiques qui sont communes et voire même des projets qui portent exactement sur les mêmes sujets Mmh. dans différentes régions françaises ou même à l'étranger. Et donc, mon rôle, ça a été de mettre en contact Mmh. ces porteurs de projets pour qu'ils discutent entre eux. Ils n'étaient pas tous avec le même stade d'avancement ou pas tous avec la même approche. Donc, ça a permis d'enrichir Intéressant. leur projet, tu vois, de discuter entre eux. Et du coup, un des outils que j'ai mis en place, c'est une plateforme innovation. Alors, pas tant dans le côté boîte à idées, venez déposer vos idées, puis on verra si ça intéresse quelqu'un de les porter. Ça, on sait bien que ça marche pas très bien. Mais Oui, non. plutôt dans l'esprit de dire, rendez visibles les projets que vous menez. Cette plateforme, elle est faite, elle est là pour ça. Ça va permettre de faire réagir des gens qui sont intéressés par les mêmes problématiques ou de mettre en contact des gens qui ont des projets communs, quoi. Mmh. Oui, donc c'est la plateforme Eureka dont tu parles, j'imagine? Ouais, ouais, exactement, ouais, ouais, c'est ça. D'accord. Et puis, pour faire justement, tu parlais tout à l'heure de libérer les énergies, puis aussi donc d'associer donc, toute la chaîne, de l'entreprise. Tu avais Mhm. mis en place aussi des journées dédiées, non? Pour parler Ouais, alors, d'innovation? ouais, effectivement, après, on a créé des sortes de rituels ou en tout cas des séquences ouais, en lien avec l'innovation. Tu vois, de la même manière qu'on avait des Safety Days ou une journée internationale de la prévention, ben, on a mis en place une journée de l'innovation. Donc, on retrouve encore là le parallèle avec la prévention et comme quoi les outils d'un domaine peuvent servir à l'innovation. Mmh. Tu vois, il y avait des quarts d'heure prévention qui se faisaient sur les chantiers. On a mis en place des quarts d'heure innovation.
Donc pour revenir à ta question, ouais, on a fait, on a, quand je dis on, j'ai rien inventé en fait, hein, j'ai récupéré des formats qui existaient, donc on a organisé des hackathons par exemple. Donc ça a eu un grand succès en 2018, je pense, où partout en France, dans toutes les délégations d'Eurovia, bah, il y a des hackathons qui se sont montés pour faire travailler des jeunes et notamment des étudiants sur nos problématiques. Donc sur un format je pense que ça devait être autour de 48 heures. On réunissait nos collaborateurs qui étaient là pour expliquer notre métier et nos problématiques avec des jeunes étudiants. Et puis 48 heures après, il y avait un pitch des différentes équipes sur les solutions qu'ils avaient imaginées. Donc ça avait un double avantage. Ça a permis de faire émerger des projets qui ont été menés par la suite. Et puis surtout, ça crée un lien fort avec les étudiants bah, dont on a recruté un certain nombre Mm. d'entre eux, tu vois, dans la foulée, quoi. Et au-delà de ça, je pense que ça donnait aussi une image un peu encore plus Oui, innovante bah à oui, bien sûr, Eurovia. ouais. Un autre format qui a bien marché, c'est ce qu'on appelait les forums innovation. Donc là, plutôt que de travailler avec des étudiants, on travaillait avec nos clients. Et Ouais. donc, le format, c'était plutôt sur une grosse demi-journée, voire une journée complète, où on exposait des problématiques sur lesquelles on voulait faire travailler nos clients. Et puis, on les faisait réfléchir par petits groupes. Voilà. Et derrière, ils atterrissaient sur des idées. Et je trouvais que ce qui était vachement fort dans ce format-là, c'est que bah, si à la fin de la journée, un client disait: «Ah ouais, cette idée, elle est top. Bah, si vous la développez, moi je suis prêt à la tester chez moi, c'est dans ma ville ou sur un de mes chantiers», bah, évidemment, on avait tout gagné. Parce Ouais. que de la même manière que les hackathons, ça nous permettait de recruter des étudiants, bah là, ça permettait de faire Engagé, ouais, bien sûr. puis, tu vois, de faire du commerce de manière complètement nouvelle et Ouais. originale. Et voilà, et pas seulement à Oui, puis de l'ancienne. faire des clients des partenaires, en fait, quoi. Pas seulement des Exactement. clients. Ouais, c'est ça, de Mais faire des donc à clients chaque des fois, vous partenaires. partiez d'un problème, parce que l'innovation, c'est la résolution d'un problème, Ouais, en fait, hein. ouais, Donc ouais, tu pars d'un absolument. problème et puis ensuite, un peu comme on le fait nous, effectivement chez Kidoc où on part d'un problème avec, ben, de potentiels clients, Ouais, qu'on engage et qui ensuite testent la solution, ouais. C'est la meilleure exactement. façon de procéder parce que tu as une très bonne idée mais que tu résous pas de problème, important, ça sert à pas grand chose, hein. Il y a plein de bonnes Non, idées qui naissent tous les jours mais ouais, et puis derrière, il faut savoir, quelle sera l'issue de la solution parce qu'une solution qui sert à personne, c'est ça, c'est pas une ouais, innovation. ouais, c'est pas exactement. Ouais, Mm. ouais. Ça reste une Hyper intéressant. invention, du concours Lépine, mais tant que c'est pas Ouais déployé massivement, c'est pas une innovation, quoi. et justement, tu vois, c'est ça qui est intéressant, c'est que là, enfin, quand tu parles de ces forums avec tes clients, ou avec ces jeunes, on voit que tu es vraiment dans un processus d'innovation. Tu pars d'un problème, tu mets une solution, tu associes une communauté autour qui derrière va pouvoir valider, hein, qui vont Ouais, être tes entre guillemets «early adopters». c'est Par ça. contre, quand, une innovation émerge du chantier, alors Ouais, généralement, c'est parce qu'il y a un problème. C'est-à-dire que les gens ils cherchent pas à innover pour innover, c'est que donc a priori, il y a un problème. Après la question c'est, heu, peut-être qu'il y a un problème et que mais que l'innovation qu'ils vont mettre derrière ou la force, enfin, va être déséquilibrée, tu vois? Enfin, est-ce qu'eux ils connaissent pas, si tu veux, en dire, bah, quand est-ce qu'on abandonne? Quand est-ce qu'on laisse de côté? Quand est-ce qu'on considère que, la valeur apportée, elle est pas énorme? Enfin, tu vois, il y a quand même des choix, mm. hein, à faire aussi quand tu es une entreprise. Ouais. Hem, et se dire, voilà, parce que on peut passer des heures et des heures, dans un atelier à innover pour quelque chose qui, en fait, oui, certes, ça va résoudre un problème, mais pas majeur, quoi, tu vois? Ouais, Hem, en fait, à mon sens, ça doit se gérer à différents niveaux. C'est-à-dire que, effectivement, les solutions qui sont trouvées sur chantier, c'est parce que les solutions innovantes, c'est parce qu'elles règlent un problème, du chantier. Au-dessus du chantier, tu as des conducteurs de travaux qui peuvent avoir d'autres problématiques d'organisation, de préparation de chantier. Eux, ils vont avoir, voilà, peut-être des innovations qui vont les servir eux. Le chef d'agence va avoir d'autres problématiques liées au développement de son agence, à des démarches commerciales, à
du développement de matériel spécifique pour une nouvelle activité. Donc au final, je pense que l'innovation, elle peut se faire à À tous les différents niveaux. niveaux. Ouais. Et plus on monte, plus on va être sur des sujets transformatifs, Mm. plus on va être sur des sujets qui vont probablement nécessiter du budget, qui vont probablement nécessiter, tu vois, de structurer un projet pour le mener à bien. Donc voilà, moi, mon message, c'est que l'innovation, on peut en faire à tous les niveaux. Et que probablement plus on va monter dans la hiérarchie et plus on va être sur des sujets plus structurants, plus stratégiques et plus ambitieux, quoi. Ça m'amène aussi du coup à l'autre sujet, c'est que tu n'as pas fait que ça en fait, hein. Enfin donc tu as lancé, tu as structuré donc tout ce système et ce réseau, innovant au sein de Revia. Mais ensuite tu as mis un peu les mains dans le cambouis, avec, toute la refonte de l'ERP, du groupe, non? Ouais, 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 alors ça a été un peu, je sais pas si on peut dire que c'est une suite logique, mais un petit peu. Je me suis occupé effectivement de transformation digitale, qui est un moyen d'innover, où là, pour le coup, c'était, et c'est assez rare pour le signaler, un projet du groupe Rovia, sachant que, comme je le disais, on a toujours considéré que l'innovation devait se faire sur le terrain, donc il y avait très peu il y avait très peu de projets groupes. Donc là, il y avait une vraie volonté du COMEX de l'époque d'avoir un ERP commun pour l'ensemble enfin de rénover l'ERP, d'avoir une suite logicielle pour nos métiers, que ce soit en France et à l'étranger. Et donc j'ai effectivement, pendant quelques années, dirigé le programme eCube qui a porté cette ambition-là du groupe, effectivement. Et comment ça s'est passé ton travail avec les parce que du coup, tu es pas un développeur, tu as pas de Non, connaissances, tu vois, techniques et non. cetera. Voilà et comment ça s'est passé du coup ton travail en collaboration avec la DSI, j'imagine? Enfin, je sais pas qui est-ce qui a développé donc cet ERP? Ouais, ouais, alors c'était une très grosse équipe, hein, parce qu'il y avait le RP, mais il y avait une quarantaine de solutions digitales Associé? qui l'accompagnaient. Ouais, c'est ça, tout interconnecté, avec des gros éditeurs d'un côté, mais aussi des startups. Donc c'était un ensemble assez complexe. Moi, effectivement, je suis pas technicien du tout, et puis je cherche surtout pas à le devenir. En revanche, il a quand même fallu que je me mette un petit peu dans tu vois, que j'ai une compréhension du sujet pour arriver à capter les enjeux sur des choses aussi basiques, enfin, on peut paraître basique pour toi, mais de droit d'accès, de rôle et autorisation, de migration de données d'un ancien système au nouveau. Donc, il a quand même fallu que je m'acculture un petit peu techniquement. Et puis après, moi, mon job, c'était quand même de m'assurer que on allait rendre le service aux utilisateurs, hein, parce que c'est pas de mettre des solutions digitales pour le plaisir de digitaliser nos activités, mais il fallait bien, enfin, l'objectif, c'était quand même bien de gagner en productivité, d'être plus efficace. Voilà, on avait un mantra, par exemple, c'était la saisie unique de la donnée, c'est-à-dire Mmh. il fallait que cette On donnée elle se restitue pas saisit, que voilà, une seule fois par une personne identifiée et qu'elle soit disponible pour l'ensemble des applis qui devaient la consommer. Donc voilà, mon rôle, c'était plutôt de m'assurer qu'on allait rendre le service aux utilisateurs, quoi. et dans les faits, ça a pas été simple? Ah non, je te confirme. Mais alors, ouais, je pense C'est quoi la non qu'aucun. mais c'est quoi la leçon, tu vois? Parce que pour les gens, voilà, Ouais. qui connaissent pas, moi j'ai vécu cette période-là, et je voilà, c'était compliqué pour les opérationnels. Il y a eu beaucoup de bugs, beaucoup de Ouais. plantages, énormément de tickets d'ouvert. Ces problématiques d'API, hein, voilà, enfin effectivement de liens entre les différentes applications pour éviter la rediffusion ne marchaient pas toujours. Ouais, bien sûr. Hem, Ça a été dur en fait, très dur et je sais Ouais, pas c'est où clair. où ça en est aujourd'hui. Heu Qu'est-ce qu'on et je pense que c'est normal. Enfin moi je Mm. pense que c'est normal en fait, hein. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on en retire en fait comme conclusion, tu vois, de cette période-là? Bah, je pense qu'on en retire le fait qu'on a voulu être trop ambitieux, et que, au lieu de vouloir mettre en place un ERP et 40 applis en même temps, on aurait probablement dû le faire de manière plus progressive.
Et du reste, tu vois, depuis le rapprochement entre Eurovia et Vinci Construction, le nouveau projet qui est la suite de celui-ci pour Vinci Construction, bah, va se limiter à l'ERP dans un premier temps, et puis viendront se greffer d'autres solutions derrière. Mais voilà, je pense qu'on aurait probablement dû être un peu moins ambitieux et commencer plus petit, quitte à étoffer, à enrichir la solution progressivement, quoi. C'est un peu ce qu'on appelle le MVP, c'est-à-dire que quand on innove, on commence par le produit minimum Ouais. et puis après on rajoute progressivement des briques les unes après les autres, quoi. Pour Ouais. éviter. Ouais. Ouais, ouais, et ouais, c'est ça, ouais, c'est ça, faut construire sur une base solide et la plus, voilà, qui rend le service, tu vois, minimal, et puis enrichir progressivement. Je pense que ça, ouais, c'est le vrai enseignement de ce programme, quoi. Peut-être un conseil quand même, c'est que il faut néanmoins toujours avoir en vision ce qu'on veut faire à moyen long terme. C'est-à-dire qu'il Ouais. faut savoir que Hum, on intégrera des autres fonctionnalités parce que si on ne le sait pas au début, ça peut entraîner des complications derrière, mais ne ouais, pas tout faire d'un coup. ouais. En Mmh. fait, je pense qu'on aurait pu tout développer d'un coup, mais on aurait dû déployer progressivement. Mmh. Tu vois, à dire, Oui. on fait d'abord le RP, et puis bah, c'est peut-être 6 mois après qu'on apporte tel type de solution. Et Et puis, peut-être aussi déployer sur des alors je ne sais pas si ça a été fait sur des territoires tests, c'est-à-dire avant je sais pas comment vous avez fait le déploiement? ouais, ouais, ça a été fait. Il y a eu un pilote qui a été fait au Québec, donc Mmh. ça a bien été testé comme ça. Alors, en plus, le pilote, il est tombé. Enfin, le go live, c'était le 1er avril 2020, donc Pendant le Covid. en plein Covid, c'était particulièrement compliqué. Donc oui, ça a été testé. C'est jamais assez testé une solution. Et puis, bah, ce qui fonctionne au Québec, ça fonctionne pas forcément de la même manière en France. Donc, on a refait un bout de pilote sur la région normande sur le premier trimestre 2021. Bon, voilà, euh, enfin, ce qu'on peut en retenir, c'est qu'une solution digitale, ça a besoin d'être beaucoup testé, beaucoup utilisé, voilà, il y a besoin de beaucoup de retours. Et nous, c'est vrai qu'on l'a fait de manière assez rapide, de Mmh. manière assez massive, sur Mmh. un très large public de fonctions très différentes, beaucoup d'applis en même temps, tout Mmh. interconnecté avec les sujets d'interface que tu évoquais. Donc, ouais, ouais, ça a été très difficile, ouais. Ouais, il y a eu un temps de effectivement, je pense, c'est le temps de test, sur des pilotes qui peut-être a été trop raccourci. Puis c'est vrai que sur une solution aussi massive, de toute façon, en fait, il y a qu'avec 1 an ou 2 ans de test que tu peux réussir à avoir une Ouais, vision de tous les bugs, en fait, hein, ouais, qui peuvent c'est affecter ça. une solution. Et ça, c'est le cas dans Ouais. toutes les solutions, en fait. Moi, je le vois rien Mm. qu'à notre niveau, effectivement, dès qu'on fait une itération, ça génère des bugs, quoi. Ouais, Ouais. ouais, bien sûr, Et bien sûr. et C'est et inhérent du coup bah, ouais, à la c'est solution inhérent, ouais. digitale, là. Et comment, du coup, ça revient à une dernière question sur l'innovation, on en parlait rapidement tout à l'heure, en fait. Innovation égale souvent échec. C'est-à-dire que pour 50 enfin, pour une idée réussie, il y a 49 idées qui n'aboutiront à rien Mm. ou des échecs. Donc j'imagine que tu en as eu des échecs. Comment tu les as gérés? Ouais, bah, des échecs, j'en ai eu, j'ai envie de dire comme tout le monde. Peut-être que j'ai eu la chance de ne pas avoir d'échecs trop douloureux, tu vois, dans mon parcours professionnel. Après, des échecs, on en a tous au quotidien, hein. On rate une affaire, on n'arrive pas à recruter le talent qu'on souhaitait, on a un accident sur un chantier. Enfin, ouais, des échecs, on en a tous les jours. Je pense que ce qui est important, c'est surtout à chaque fois de se poser la question de pourquoi on a raté l'affaire, hein, pourquoi on n'a pas été assez bon pour recruter le jeune, ou pourquoi on a eu un accident. Donc, enfin, le vrai sujet, c'est pas tant de se lamenter sur son échec, mais plutôt d'arriver à en apprendre quelque chose et pour éviter de le reproduire au final, quoi, hein. Mmh. Donc voilà, bon, j'enfonce un peu des portes ouvertes, hein, mais vraiment, vis-à-vis de l'échec, il faut avoir cette posture de se dire, ben, l'échec, c'est bon, il est arrivé, c'est derrière moi, j'en parle plus parce que je ne vais pas le ruminer pendant des semaines. En revanche, qu'est-ce que j'ai appris de ça, quoi, et comment je fais en sorte de faire mieux la prochaine fois, quoi. Et tout ça m'amène aussi du coup un peu au bout de cette réflexion sur l'innovation, Mhm. qui t'a poussé à écrire un livre. Est-ce que tu peux nous parler de ce livre, de ce talent Ouais, bah, d'écrivain?
Écoute, non, mais ce livre, déjà écrire un livre, c'était un vieux rêve pour moi. Moi, je suis un grand lecteur et donc, voilà, écrire un livre, c'était vraiment un rêve. Bon, il est devenu réalité parce que j'ai trouvé un éditeur qui a considéré que j'avais des choses intéressantes à dire et que ça valait le coup de les mettre par écrit. Donc voilà, je vais le citer. D'ailleurs, c'est Nicolas Mainviel que tu pourrais peut-être interviewer d'ailleurs, parce que c'est une personnalité assez étonnante, un innovateur dans l'âme, un designer, quelqu'un qui a 1000 idées à la minute. Donc, ouais, je pense que ça vaudrait peut-être le coup On que note. tu l'interroges. Voilà, donc ça a été, voilà, ce livre, il est né d'une rencontre. Et puis, moi, en fait, je l'ai écrit parce que, comme je te disais, quand je suis arrivé dans la fonction de directeur innovation et sans rien y connaître, bah, ma manière de. Donc, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup rencontré d'homologues. Et au final, j'ai pas trouvé vraiment de livre qui serait un peu un guide pratique pour bien faire. Et donc, c'est dans ce sens que je l'ai écrit. C'est un tout petit livre qui se lit dans un trajet en TGV entre Paris et Lyon. Donc, c'est super simple et qui donne quelques clés, j'espère, en tout cas, moi, des enseignements que j'en tirais bah, pour mettre en place une démarche innovante dans l'entreprise, quoi, Bon, bah quelle que soit super. l'organisation. Donc, on Voilà. conseille vivement de lire le livre de Didier qu'on peut encore trouver. Ouais, non, il est en rupture de stock malheureusement, donc à part en insistant auprès de l'éditeur, hein, il est plus difficile à trouver. Mais bon, il me reste encore quelques exemplaires Bon. que je peux Et ben, les distribuer. gens peuvent nous contacter et puis on s'arrangera pour faire des photocopies. Absolument, Ou une absolument. version numérique peut-être. T'as pas une version numérique qui existe? Non, 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 écoute, il n'y a pas de version numérique, mais Bah, il ouais, faut c'est un innover là, sujet Didier. ouais, Il ouais, faut innover. on va regarder. Bon, et ben notre interview touche bientôt à sa fin. Du coup, on Ok. passe aux questions du jour, à la minute perso. On l'a, Alors, ouais, question culture, Didier. Justement, d'accord. on parlait de livres tout à l'heure. Est-ce que tu aurais une lecture à nous recommander? Écoute, j'en aurais des tas, mais je peux peut-être te parler du livre que je suis en train de lire en ce moment. Je ne l'ai pas terminé, mais c'est Humus de Gaspard Koenig, qui est, bon, déjà Gaspard Koenig, c'est une personnalité que j'aime beaucoup entendre. J'avais rien lu de lui, donc je me suis attaqué à son dernier livre. Et c'est vraiment ouais, une lecture que je recommande. Parce que c'est à la fois drôle, c'est inspirant, c'est très bien écrit. Et puis ouais, c'est très lié aux problématiques actuelles, hein, puisque en deux mots, il s'agit de deux jeunes étudiants en agro qui ont des idéaux et qui décident de les mettre en Ah bah, pratique. effectivement, c'est très actuel. Ça c'est inspiré Voilà. de faits réels, je pense, non? Absolument, oui, c'est inspiré de faits réels. Je pense qu'il y en a quelques-uns qui C'est pourront quoi le titre se de ce reconnaître. livre? Humus, Humus. Humus. Ok, bah super. Alors maintenant, on passe à la punchline qui match. Est-ce que tu pourrais nous faire part d'un proverbe ou d'une maxime qui t'inspire beaucoup et qui te guide un peu dans la vie? Ah ouais, alors ça, c'est pas difficile, hein, parce qu'il y en a un que j'essaye de mettre en œuvre au quotidien, ce qui est Carpe diem. Voilà, Carpe diem qui veut dire cueille le jour. Et en gros, bah, moi, ça m'inspire beaucoup parce que je considère qu'il faut, voilà, faut arriver à vivre à fond l'instant présent. La vie est une chance et ce qu'on en fait, ça dépend que de nous, en fait. Et donc voilà, Carpe diem, j'essaye de m'appliquer ça au quotidien pour vivre à fond chaque minute de cette belle vie, quoi. Et maintenant, on passe à la question retour vers le futur. Comment Ouais. tu l'imagines et qu'est-ce que tu espères pour la filière dans 10 ans? Tu la Le, vois le- comment dans 10 ans? euh, alors, je ne sais pas de quelle filière on parle, si Alors le c'est BTP d'une manière générale. BTP d'une manière Ouais. générale, bah, moi je considère qu'on a une chance folle parce que on vit une période où il y a de plus en plus besoin de nos métiers. On va avoir que ce soit pour des sujets de mobilité, que ce soit pour des sujets bon, de l'eau en ce qui me concerne, et des sujets énergétiques, les sujets environnementaux. On va être au cœur de toutes ces problématiques-là. On va avoir besoin d'infrastructures de plus en plus performantes, de plus en plus résilientes, de plus en plus
voilà, efficace. Et donc le BTP a un boulevard devant lui pour les 10, mais je pense même les 50 prochaines années. On a beaucoup à apporter au monde et on va avoir beaucoup besoin de nos métiers, quoi, c'est sûr. Finalement, là où on voit souvent le BTP comme un des premiers pollueurs, hein, on nous jette souvent la pierre en disant, voilà, le béton, le sable, la pollution. Demain, le BTP, c'est potentiellement un des premiers acteurs leviers en matière d'écologie. Ouais, absolument. Je pense qu'il y a beaucoup de solutions qui vont passer par nos métiers. Donc, je suis extrêmement confiant sur notre capacité à nous réinventer pour pour régler ces enjeux-là, quoi. Et enfin, la question passage de relais. Est-ce que tu peux nous citer une personne innovante qui pourrait venir se prêter au jeu de l'interview? Bah, écoute, j'ai cité Nicolas Mainviel, j'y avais pas pensé, mais voilà, ça, je pourrais lui en parler. Alors, je suis désolé, je ne vais pas poser la question, mais je suis à peu près sûr qu'il acceptera. Surtout en disant ça, ça lui mettra un peu plus la pression. Je te proposerais bien d'interviewer Thomas Leduron. Thomas Leduron, c'est un ancien collaborateur de Vinci, il était chez Fraissinet, je pense, qui a une bonne dizaine d'années maintenant a monté un accélérateur qui s'appelle Impulse Lab, ou Impulse Partner plutôt, dans lequel bah, il mène tout un tas enfin, il accompagne des startups, ça a été son rôle initial, mais surtout, il agit beaucoup pour la filière du BTP, puisqu'il développe voilà, tout un tas de programmes, d'événements autour du Oui. BTP. Donc, je t'invite Eh ben, fortement écoute, à le je vais solliciter. prendre mon bâton de pèlerin, j'irai frapper à sa porte et puis on verra Ouais, s'il vient nous voir. très bien. Bon, super. Et ben, merci beaucoup, Didier, pour ce temps. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à t'écouter et à prendre tous les tips. Et je suis sûre que ça pourra beaucoup inspirer tes confrères du BTP qui ont envie de lancer des projets d'innovation, qui ont envie de se structurer un petit peu sur tout ça. Écoute, Plaisir partagé, chère Dorothée. merci beaucoup. On se dit à bientôt. À très bientôt. À Ciao, bientôt. ciao. Au revoir.